Ceci est la correction du sujet de contrôle, d'un sujet de contrôle. Le sujet est disponible sur le site, mon site, mon bac en maths, pardon, avec un samat.sitew.fr. Donc je démarre par l'exercice 1, dans un repère OIJK. On nous donne 3 points avec des coordonnées A, B et C. On nous demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Pour trouver une représentation paramétrique de droite, il me faut les coordonnées d'un point de référence plus les coordonnées d'un vecteur directeur à chaque fois un paramètre dont je décide le nom. Voilà, pour avoir ma représentation paramétrique. Donc pour avoir la droite AB, il me faut un point de référence, donc je vais prendre soit A soit B, et il me faut un vecteur directeur de la droite AB. Donc pour avoir un vecteur directeur de la droite AB, il suffit que je prenne par exemple le vecteur AB. Donc je vais calculer les coordonnées du vecteur AB. Pour avoir les coordonnées d'un vecteur dans l'espace, je dois prendre les coordonnées du point qui termine mon vecteur, donc -4, 5, 1, à qui je retire les coordonnées du point ici, du début de mon vecteur, donc les coordonnées de A, 2, 6, -4. Donc je peux en déduire que AB, le vecteur AB a comme coordonnées -4, -2, -6, 5, -6, -1, 1, -4, donc 1 plus 4, 5. Donc ces coordonnées-là, je vais pouvoir les mettre ici. Donc ça va me donner -6, -1 et 5. Il ne me reste plus qu'à venir coller ici les coordonnées d'un point, donc soit le point A, soit le point B. Ce sont les plus simples pour ma droite. On va dire donc une représentation paramétrique, elle n'est pas unique, une représentation paramétrique de la droite AB est, donc voilà, donc je vais le réécrire plus proprement, donc x, y, z égale les coordonnées de mon point de référence. Alors en général, je choisis celui qui a les coordonnées les plus simples. Alors, entre 2, 6, -4 et -4, 5, 1, ça se vaut. Donc du coup, je vais prendre A. Parce qu'en général, quand vous avez le choix, vous prenez le premier. Donc pour avoir la correction de ce que vous auriez été tenté de faire, je choisis ceux que vous choisissez d'habitude. En général, vous prenez le point A. Ensuite, je rajoute donc les coordonnées du vecteur AB accompagné du paramètre. Donc -6t, moins une fois t, donc on peut dire -t, et plus 5t. Voilà, je vais effacer ça pour que vous voyez un peu ce qui doit figurer sur une copie. Hop, avec t qui va décrire l'ensemble des réels. Donc en fait, les points de ma droite AB ont des coordonnées x, y, z qui vérifient toutes une relation de ce type-là. Donc ça veut dire que, par exemple, si je remplace t par une valeur ici, ça va me donner les coordonnées d'un point de la droite AB. Et si je prends un point de la droite AB, coordonnées x, y, z, je suis censé trouver quel devrait être le t commun ici pour arriver à ces coordonnées-là. Dans la question 2, on me demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite delta parallèle à AB. Donc il y a une droite AB. C'est dans l'espace, mais bon. Sur mon tableau qui est en 2 dimensions, c'est compliqué de représenter quelque chose qui est en 3 dimensions. Donc j'ai une droite AB, j'ai un point C ailleurs, dans l'espace, et on me demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite delta parallèle à la droite AB qui passe par C. Voilà, donc vous imaginez une droite parallèle ici. Donc, on me demande une représentation paramétrique de la droite delta.
Pour avoir une représentation paramétrique, c'est comme dans la question 1, il me faut un point de référence sur la droite. Donc là, je peux prendre le point C. A priori, c'est le seul que je connaisse pour l'instant. Et il me faut un vecteur directeur. Donc c'est le problème. Autant dans la première question, je pouvais prendre le vecteur AB, puisque A et B étaient sur la droite. Et donc ça me faisait un vecteur directeur. Autant ici, j'ai qu'un seul point. Donc il faut que je trouve d'une autre manière le vecteur directeur. Donc l'information qu'on m'a donnée pour diriger ma droite, c'était qu'elle était parallèle à la droite AB. Ce qui veut dire que tout vecteur directeur de la droite AB est aussi un vecteur directeur de delta pour qu'ils aient la même direction. Donc en fait, pour delta, le vecteur directeur, je peux reprendre le vecteur AB. Puisque s'il dirige la droite AB, je peux venir ici, le coller ici, on prendra un représentant là, et ça va diriger la droite delta. Donc j'ai bien un point de référence qui est le point C, et un vecteur directeur qui est le même que pour la droite AB. Je vais reprendre le vecteur AB. Donc comment on rédige ça? On rédige ça de la manière suivante. On va dire delta est parallèle à AB. Donc je peux directement dire que le vecteur AB qui avait comme coordonnées, alors je reprends les résultats de la question précédente, c'était moins 6, moins 1, 5, et directeur de delta. D'accord, il était directeur de la droite AB, donc il est aussi directeur de delta puisque mes droites sont parallèles. De plus, C qui a pour coordonnées, donc en reprenant l'énoncé, C c'était 5, 5, 5, appartient à delta. Donc c'est bon, j'ai mon point de référence et j'ai mon vecteur directeur. Donc, une représentation paramétrique un peu long à écrire, hein, de delta est, du coup, je x, y, z, toujours la même méthode. Hein. Les coordonnées de mon point de référence, j'ai choisi C, donc 5, 5, 5. Plus les coordonnées du vecteur AB, donc moins 6 fois le paramètre, T, ou je peux prendre une autre lettre, hein, c'est comme vous voulez, je peux prendre Q, moins 6Q, moins 1Q, donc moins Q, donc normalement c'est moins 1Q, mais donc je peux écrire moins Q directement, et plus 5Q. Avec Q, qui décrit l'ensemble des réels. Voilà pour cette question 2. Alors, petite précision, hein, j'ai choisi la lettre Q, mais en réalité, vous choisissez la lettre que vous voulez, pourvu que vous mettiez la même à chaque ligne. Donc, vous pouvez choisir K, vous pouvez même rechoisir la lettre T, qui était en question 1, même si c'est dangereux, parce que si à un moment vous avez à utiliser dans une même question la droite AB et la droite delta, il faut que vos paramètres aient des noms différents. Voilà. Mais en soi, si vous parlez que d'une seule droite, a priori, ici, vous pouvez choisir la lettre que vous souhaitez. Dans la question 3, on nous demande si le point E de coordonnées 20, 9, moins 19 appartient à la droite AB. Et la droite AB, elle avait une représentation paramétrique, je vais la réécrire, qui était x égale 2 moins 6t, y était égal à 6 moins t, et z était égal à moins 4 plus 5t. Avec t qui décrivait R. Du coup, pour savoir si un point appartient à une droite, eh bien, on va chercher à savoir s'il existe un paramètre pour lequel j'aurais trouvé les coordonnées du point E ici, puisque x, y, z ici sont les coordonnées de tous les points de la droite. À partir du moment où le x vérifie cette relation, le y vérifie celle-là et le z vérifie celle-là avec le même t, eh bien, ça veut dire que le point est sur la droite. Donc, je vais chercher à savoir si ce fameux t existe. Je pose donc le système, à savoir, est-ce que 20 est égal à 2 moins 6t? Donc là, je vais pouvoir trouver un t. Ensuite,
est-ce que 9 serait égal avec ce même t à 6 moins t? Et est-ce que moins 19 serait égal avec ce même t à moins 4 plus 5t? Voilà. Donc, si vous avez du mal avec l'interprétation de ce que c'est que ce t, je vous encourage à regarder les vidéos précédentes sur la géométrie dans l'espace, où j'explique le rapport avec t et le temps, quand on peut voir la droite comme finalement une trajectoire de comète, avec des photos qu'on prend un certain temps, où temps t égale 0, t égale 1, etc., etc. Alors, il faut que je sache à chaque fois, sur chaque ligne, dans chaque équation, ce que vaut t. Ici, donc je vais avoir 20 moins 2 égale à moins 6t, donc ça fait 18 égale moins 6t. Ici, alors là je m'aperçois que si je rajoute t de l'autre côté, donc ça va me donner t. Hop, et ici je vais avoir 6 moins 9. Ici je vais avoir moins 19 plus 4. Donc on est à moins 15 égale 5t. Et donc cela veut dire que t vaut dans la première équation 18 divisé par moins 6. Donc 18 divisé par moins 6. Et ça vaut moins 3. Donc je peux mettre directement le résultat. Dans la deuxième, t égale 6 moins 9. Donc moins 3 également. Et dans la troisième, t égale moins 15 divisé par 5, ce qui revient à écrire moins 3. Donc finalement, j'ai réussi à prouver que, en fait, si je remplace t par moins 3 dans chacune des équations, puisque c'est bien t égale moins 3 dans chacune des équations, je vais obtenir ici les coordonnées du point E, ce qui veut dire qu'il existe bien un paramètre pour lequel j'obtiens les coordonnées du point E, donc le point E appartient à la droite AB. Donc, E appartient à AB. Et vous pouvez mettre entre parenthèses, le paramètre vaut moins 3. Voilà qui vient conclure cet exercice 1. Alors, pour l'exercice 2, donc je vais traiter la première question et la deuxième question en parallèle, puisque ce sont les mêmes. À chaque fois, on me demande pour la droite delta 1 et pour la droite delta 2, dont les représentations paramétriques là, vous sont données ici. On me demande deux points distincts de delta 1, ainsi qu'un vecteur directeur de delta 1, et ici deux points distincts de delta 2, ainsi qu'un vecteur directeur de delta 2. Donc déjà, des points distincts, ça veut dire des points différents. Donc il faut me donner des coordonnées de deux points de la droite delta 1, par exemple. Pour avoir les coordonnées d'un point déjà de la droite delta 1, le plus facile, c'est peut-être de prendre le point de référence. Vous savez, quand on a écrit la représentation paramétrique, on avait dit qu'ici, il y avait les coordonnées du point de référence de ma droite, et qu'à côté, j'avais les coordonnées d'un vecteur directeur, celui qui avait été choisi pour la représentation paramétrique. Donc déjà, quand j'ai cette représentation paramétrique sous les yeux, je dois savoir dire que 7, 8, moins 2 est un point de la droite delta 1. Alors si vous dites d'où ça sort, d'où ça sort, tout simplement, vous savez que pour trouver un point, il suffit de remplacer t, le paramètre, par une même valeur dans toutes les équations, et ça me donne les coordonnées d'un point de la droite. Si vous prenez t égale 0, ça fera 12 fois 0, c'est 0, 6 fois 0, ça fait 0, 3 fois 0, ça fait 0. Donc il va vous rester 7, 8, moins 2. Donc mon point de référence, c'est en fait celui que j'obtiens pour le paramètre t égale 0. Voilà. Donc j'ai déjà le point de coordonnées 7, 8, moins 2. Alors, vous pouvez leur donner des noms si vous en avez envie. Ici, il n'y a pas de contrainte particulière. Donc, 7, 8, moins 2 est un point de delta. Donc, est un point de delta 1. Ensuite, on m'en demande un autre qui ne soit pas le même, forcément. Donc vous avez compris ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut remplacer le paramètre t par la valeur de votre choix, sauf 0, puisque si vous remplacez par 0, vous allez obtenir le même, c'est-à-dire le point A.
Donc, bah, on n'a qu'à remplacer par 1, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Donc, si je remplace par 1, le x, ça va donner 7 plus 12 fois 1, donc 7 plus 12 en fait, ce qui fait 19. Ensuite, si je remplace t par 1 dans la deuxième, ça fera 8 moins 6 fois 1, donc 8 moins 6, c'est-à-dire 2. Et dans la troisième, moins 2 moins 3 fois 1, donc moins 2 moins 3 moins 5. Donc voilà, j'ai mon point B, qui est aussi un point de delta 1. Il correspond à t égale 1. Ça, je peux le marquer pour le correcteur, c'est pratique, qu'il sache d'où ça vient. Voilà. Donc on dit que c'est en remplaçant t par 1 qu'on a trouvé celui-là. Donc je répète, si vous avez remplacé t par 2, vous en avez trouvé un autre, mais la réponse est correcte. Si vous avez remplacé par t égale moins 40, c'est pareil. Si vous avez remplacé par t par pi, c'est pareil. Voilà. Ensuite, on me demandait un vecteur directeur. Donc pour avoir un vecteur directeur, je vais l'appeler U, je vais rechercher les coordonnées qui accompagnent mon paramètre. Donc, je vais prendre 12, moins 6, alors je fais attention, hein, il y a le signe qui vient avec, et moins 3. 12, moins 6, moins 3 est directeur de delta 1. Voilà, c'était la même question avec delta 2, donc je vais y aller un peu plus rapidement, sauf que j'avais fait exprès de vous changer un petit peu l'écriture ici, pour voir si vous aviez bien compris. Dans l'énoncé, j'ai été relativement sympathique, c'est-à-dire que j'avais aligné les cas entre eux, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire x égale 7k comme ça, ce qui pouvait vous perdre, je l'avais bien décalé en disant x égale 7k, 1 moins 2k pour y et moins 12,5 pour z. Vous voyez, pour avoir bien aligné coordonnées du point, coordonnées du vecteur, paramètres. Donc, si vous ne voyez que la partie en fait qui est là, vous voyez, ici, il n'y a pas l'équivalent du 7 ici. C'est qu'en fait, la coordonnée vaut 0. Donc, vous pouvez prendre un premier point, par exemple, on peut l'appeler C, A et B étant déjà pris. Les coordonnées de mon point de référence, ça va être tout ce qui, dans chaque équation, n'a pas le paramètre. Donc ici, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que c'est 0 la coordonnée de mon point. Ici, c'est 1 qui n'a pas le paramètre. Et dans la dernière, là, c'est le paramètre qui est absent. Donc, ça veut dire que ma coordonnée, c'est moins 12,5. Voilà, donc c'est les points ici qui est mon point de référence. Le point ici est mon point de référence. Donc, C appartient à delta 2. Ensuite, si j'en veux un deuxième, je remplace k par une valeur, j'ai qu'à prendre k égale 1. Ça va me donner un point D de coordonnées pour x, ça va faire 7 fois 1, ça me donne 7. Pour y, ça me donne 1 moins 2 fois 1, donc 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Et ici, vous voyez, si je remplace k par 1, ou par 2, ou par 20, ou par 40, de toute façon, il est absent de l'équation. Donc finalement, le z sera toujours égal à moins 12,5, quel que soit le point que vous avez choisi, c'est que vous ayez pris k égale 1, ou 20, ou 40, vous avez tous le même z, normalement égal à moins 12,5. Donc ce point appartient à delta 2, et comment je l'ai obtenu? Je l'ai obtenu en prenant t égale 1, k égale 1. Mon paramètre s'appelait k ici. Ensuite, je veux un vecteur directeur. Le vecteur directeur, je vais utiliser la même méthode qu'avant. Je vais le noter V. Et donc, je prends les coordonnées qui accompagnent le paramètre. Donc, pour les x, c'est 7 qui accompagne le paramètre. Hop. Pour les y, c'est moins 2. Et pour les z, il n'y a rien. Donc, c'est que ça valait 0. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai 0 fois k. Donc, ça n'apparaît pas. V est directeur de delta 2. Voilà pour ces deux premières questions. Alors, dans la question 3, on nous demande si les droites delta 1 et delta 2 sont parallèles ou non. Donc, j'ai recopié ici que mes deux vecteur directeur de la droite delta 1, vecteur directeur de la droite delta 2, puisque finalement, le parallélisme entre deux droites ne se joue que sur les vecteurs directeurs. Donc, j'ai vraiment besoin que de ça pour prouver que
delta 1 et delta 2 sont parallèles ou non. Donc on raisonne sur les vecteurs directeurs et il faudrait que les vecteurs directeurs soient collinéaires. Du coup, eh bien, pour savoir si des vecteurs sont collinéaires, je recherche si le coefficient de collinéarité qu'il y aurait entre les deux. Donc je recherche à savoir est-ce que V est égal à K fois U. Voilà. Donc j'essaie de résoudre l'équation V égale K fois U. Donc une équation vectorielle ici. Je la ramène à une équation sur chacune des coordonnées, donc à un système d'équations. Donc il faudrait que l'abscisse de V, 7, soit égale à K fois l'abscisse de U, donc 12K. Il faudrait que l'ordonnée de V, moins 2, soit égale à K fois l'ordonnée de U, donc moins 6 fois K. Et il faudrait enfin que la cote de V, 0, soit égale à K fois la cote de U, donc moins 3K. Alors attention, le K qui est ici, de temps en temps j'entends ça, n'a rien à voir avec le K qu'on avait dans la représentation paramétrique de delta 2. Vous savez, delta 2, on avait dit x égale 7K, y égale 1 moins 2K, etc. La représentation paramétrique de delta 2, c'était ça. Ce cas-là et celui-là n'ont rien à voir. Hein. Ok, c'est noté pareil, mais à chaque fois, ça reste à l'intérieur d'un système, c'est bloqué dedans. Donc en fait, j'ai le droit de réutiliser la lettre ailleurs. Contrairement à U et V, que je ne pourrais pas réutiliser dans cet exercice si ça ne désigne pas la même chose. La lettre K, elle est à l'intérieur d'un système, elle y reste. Du coup, qu'est-ce que ça me donnerait? Ça me donnerait, pour la première équation, ça me dirait que K est égal à 7/12. Pour la deuxième, que K est égal à moins 6 divisé par moins 2, ce qui fait 1/3. D'accord? Moins 6 divisé par moins 2, je peux simplifier par moins 2 au numérateur et au dénominateur, il me reste 1 sur 3. Et enfin ici, K égale 0 divisé par moins 3, c'est-à-dire 0. Donc ici, on se rend bien compte que le K n'est jamais le même dans toutes ces équations. Ce qui veut bien dire qu'en fait, il n'y a pas un unique K qui permet de passer du vecteur U au vecteur V, juste en multipliant le vecteur U par ce fameux K. Donc ici, on peut en entourer 2, même si les 3 sont incohérents. Et là, on écrit que c'est impossible. K ne peut pas être à la fois égal à 1/3 et à 0. Donc ça veut dire que ce système, en fait, est impossible, donc n'a pas de solution. Par les équivalences que j'ai marquées, c'est pour ça que ces symboles sont très importants, ça veut dire que celui-là n'en a pas non plus, et ça veut dire que cette équation n'a pas non plus de solution. Donc ça veut dire que V n'est pas égal à K fois U. Le K que je cherchais n'existe pas. Donc, je peux en conclure que U et V ne sont pas collinéaires. Et si U et V ne sont pas collinéaires, cela signifie que delta 1 et delta 2 ne sont pas parallèles. Voilà pour cette question. Donc pour prouver que des droites ne sont pas parallèles, je m'intéresse à leur vecteur directeur et je cherche à montrer qu'ils ne sont pas collinéaires. Donc ça veut dire que le rapport de collinéarité, qui dirait que l'un est égal à un certain nombre de fois l'autre, eh bien ce nombre-là n'est pas le même pour les x, pour les y et pour les z. Donc en fait, il n'existe pas. Dans cette question 4, on me demande si delta 1 et delta 2 sont séquentes. Alors déjà, je sais que si elles sont séquentes, elles ne sont pas confondues. Alors les droites confondues, je vous rappelle, c'est que les droites sont l'une sur l'autre. Mais dans ce cas-là, elles se coupent en fait en chacun de leurs points. Donc c'est un cas très particulier des droites séquentes, c'est qu'en fait, les deux droites sont la même droite. Mais dans ce cas-là, on aurait dû trouver qu'elles étaient parallèles à la question 3. Or, dans la question 3, on a trouvé qu'elles n'étaient pas parallèles. Donc si elles sont séquentes, ces deux droites, elles se coupent en un point, que je peux par exemple appeler E. Voilà, donc l'idée, pour savoir si ces droites sont séquentes, c'est de savoir si elles se coupent en un point, c'est-à-dire je vais chercher à trouver les coordonnées de ce fameux point.
Si je les trouve, c'est qu'elles étaient séquentes en ce point-là. Et si j'arrive pas à les trouver, eh bien en fait, c'est que les deux droites n'étaient pas séquentes. Donc je vais chercher à savoir quelles sont les conditions que j'ai sur les coordonnées de ce point E. Le point E, s'il appartient à la droite delta 1, on a dit tout à l'heure que ça veut dire que je peux mettre ces coordonnées à la place de x, y et z, et je devrais trouver un t cohérent dans chacune de mes équations, c'est-à-dire le même dans chacune des équations. Par exemple, t égale 2, et donc ça me donnerait les coordonnées de E. Mais E, puisque c'est le point d'intersection, il est à la fois sur delta 1 et sur delta 2, donc ça veut dire que ces coordonnées doivent également vérifier la représentation paramétrique de delta 2. Donc, pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire que si je mets ces coordonnées x, y, z à la place ici, eh bien, je devrais trouver un cas cohérent dans chacune de mes équations, c'est-à-dire le même cas. Donc, eh bien, je vais chercher à savoir si ce fameux t cohérent et ce fameux k cohérent existent, mais donc il faut que ce soit pour les coordonnées de E, c'est-à-dire pour le même x, y et z dans chacune des deux représentations paramétriques. Donc ça veut dire que les coordonnées de E, si je les appelle x, y, z, qu'est-ce que je sais? Le x, il doit être égal à 7 plus 12t, mais également à 7k, puisqu'il est sur delta 1, mais aussi sur delta 2. Donc je cherche quelqu'un dont 7 plus 12t est égal à 7k. Donc le paramètre sur la première droite va vérifier ça, le paramètre sur la deuxième, celle-là. Je cherche également, pour les y, il faut que le y que j'aurais trouvé en faisant 8 moins 6t me donne le même y que 1 moins 2k. Donc il faut que 8 moins 6t soit égal à 1 moins 2k. 8 moins 6t égale 1 moins 2k. Et enfin, il faut que le z ici vérifie à la fois moins 2 moins 3t, mais aussi moins 12,5. Donc il faut que moins 2 moins 3t soit égal à moins 12,5. Donc je ne dis pas que le E existe, mais je dis que si jamais il existe, eh bien je dois avoir ces trois conditions qui sont remplies. Les x égaux, les y égaux et les z égaux. Je vais donc chercher à résoudre ce système d'équations, donc de trois équations à deux inconnus. Il y a t et k qui sont des inconnus, et donc je cherche à le résoudre. Pour le résoudre, j'ai le choix entre deux méthodes, la combinaison ou la substitution. En général, vous préférez la substitution, c'est celle que je vais employer ici. Donc la méthode de la substitution, c'est je me rends compte que là, ce qui m'embête un peu, c'est que dans mes équations, à chaque fois, j'ai deux inconnus. Alors, sauf la dernière, je la mets entre parenthèses pour l'instant. Donc, en général, quand vous n'avez que des équations avec les deux inconnus à l'intérieur, bah, vous êtes un peu bloqué, puisque dès que vous essayez d'isoler une inconnue, il y a toujours l'autre inconnu dans l'autre membre de votre équation. Donc, vous ne pourrez jamais trouver votre inconnu égal 8 ou 15 ou quelque chose comme ça. Il y aura toujours, si j'isole k, il y aura toujours t de l'autre côté. Donc la substitution consiste quand même à essayer d'isoler k et avoir du t de l'autre côté, et ensuite de dire, bah du coup j'ai trouvé k, eh bien je vais le remplacer, je vais le substituer dans les autres équations, ce qui voudra dire que si vous remplacez k par exemple ici, par ce que vous avez trouvé en fonction de t, dans la deuxième équation, désormais vous n'aurez que t comme inconnu, et donc vous pourrez vraiment trouver t égale 50 ou t égale 40. Voilà, et donc une fois que vous trouvez t égale 50 ou 40, eh ben vous re-remplacez dans l'équation où vous aviez k qui était isolé, et ça vous donnera la valeur de k. Donc ça, c'est la substitution. Ici, c'est un petit peu plus simple que ça, puisque la dernière équation était là pour vous simplifier la vie. Dans la dernière équation, il n'y a qu'une seule inconnue, t. Ça veut dire que vous pouvez l'isoler. Et une fois que vous aurez isolé t, vous pourrez remplacer dans les équations du dessus, et voir si du coup, vous trouvez le même cas dans les deux. Donc là, c'est version simplifiée. Alors, je vais essayer d'isoler t. Donc déjà, je me retrouve avec moins 3t égale moins 12,5 plus 2. Donc ça fait moins 10,5. Du coup, les deux autres équations. Donc pour l'instant, je peux pas faire grand-chose dessus. Mais là, comme je sais que je vais trouver t grâce à la troisième, je vais préparer mes deux équations du dessus, parce que je sais que c'est un peu long à rédiger les systèmes à chaque fois, donc j'essaie d'aller un tout petit peu plus vite. Donc je vais préparer les équations du dessus en essayant d'isoler k, puisque comme ça, une fois que j'aurai trouvé la valeur de t, je pourrai directement calculer k. Alors ici, je vais essayer d'avoir moins 2k, je vais garder moins 2k dans le membre de droite. C'est égal à quoi? Donc 8 moins 1, on est à 7.
7 moins 6t. Et dans la première équation, donc là j'en étais un petit peu plus loin, donc là j'avais 7k qui valait tout ça, donc ça veut dire que k sera égal à tout ça, le membre de gauche divisé par 7. Donc 7 plus 12t divisé par 7. Je continue ma résolution. Je me retrouve avec ici, donc t qui vaut en fait moins 10,5 sur moins 3. Ce qui fait en fait 3,5 si vous faites le calcul. Donc je vais aller un tout petit peu plus vite, je vais écrire directement le résultat. Donc 3,5. Et donc je peux remplacer dans les équations précédentes t par 3,5. Donc ça me donne 7 moins 6 fois 3,5 qui doit être égal à moins 2 fois la variable k. Et au-dessus, j'obtiens, si je remplace t par 3,5, j'obtiens 7 plus 12 fois 3,5 sur 7 égale k. Là, ici, c'est 3,5. Hein. Donc, ce système est encore équivalent au système suivant. Donc, je vais calculer k. L'équation tout en haut me dit que k est égal à... Alors, je vais taper à la calculatrice. Hein, vous faites de tête comme vous voulez. Ça vous donne 7, ce calcul-là. Et en dessous, vous obtenez que moins 2k est égal à 7 moins 6 fois 3,5, ça donne moins 14. Et en dessous, on avait que t était égal à 3,5. Cela nous donne donc k égale 7. Quand 7 égale k ou k égale 7, c'est la même équation. Hein. Ensuite, ici, que k vaut moins 14 divisé par moins 2, ce qui donne également 7. Et t vaut 3,5. Voilà. Toutes ces réponses sont cohérentes, c'est-à-dire que là, je trouve le même cas ici et là. Et donc, en réalité, ça veut dire que mes deux droites sont bien séquentes. Si elles n'avaient pas été séquentes, j'aurais trouvé par exemple k égale 7 ici et en dessous k égale 20. Voilà. Donc, k n'aurait pas pu être égal à la fois à 7 et à 20. Donc, le système n'aurait pas eu de solution. Et donc, par équivalence, ici, celui-là non plus. Mais là, je viens de trouver des cas qui sont tout à fait cohérents. Donc, j'ai trouvé que ce système avait un couple de solutions qui était k égale 7 et t égale 3,5. Ce qui veut dire quoi? Donc, je peux conclure déjà que delta 1 et delta 2 sont séquentes. Donc, c'est déjà ça. Par contre, je n'ai pas encore trouvé les coordonnées du point d'intersection. Or, ça m'était demandé. Donc, les coordonnées du point d'intersection, je ne les ai pas trouvées puisque la seule chose que j'ai trouvée pour l'instant, c'est le paramètre. C'est la valeur que doit avoir k ici pour trouver les coordonnées du point d'intersection, mais que je n'ai pas encore calculé. Et j'ai trouvé la valeur que doit avoir t quand on remplace ici pour trouver les coordonnées. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait ces calculs. Donc, vous avez le choix. Pour trouver les coordonnées du point d'intersection, soit vous reprenez la représentation paramétrique de delta 2 et vous remplacez k par le k qu'on a trouvé, c'est-à-dire 7. Soit vous prenez la représentation paramétrique de delta 1 et vous remplacez t par le t qu'on a trouvé, c'est-à-dire 3,5. À chaque fois, ça va vous donner x, y, z. Et donc, si vous remplacez dans delta 1 ou dans delta 2, vous allez bien sûr arriver au même x, y et z. Donc, vous pouvez faire celui que vous préférez. Alors moi, clairement, je vais prendre delta 2. Pourquoi? Tout simplement parce que y a la moitié des calculs qui sont déjà faits ici. Vous voyez, le z, par exemple, je sais déjà qu'il vaut moins 12,5. Donc, delta 1 et delta 2 sont séquentes. Le point commun, le point d'intersection, a pour coordonnées donc, je vais remplacer k par 7. Donc, les coordonnées, ça va me donner, pour le x, 7 fois 7, 49. Pour le y, 1 moins 2 fois 7, donc 1 moins 14, donc moins 13.
Et pour le Z, moins 12,5. Voilà, donc je l'avais appelé E, bah voilà. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler E ou ne même pas lui donner de nom. Bref, les droites sont séquentes et le point d'intersection a pour coordonnées 49, moins 13 et moins 12,5. Alors du coup, je vais faire directement la question 5 en enchaînant. La question 5, c'était les droites delta 1 et delta 2 sont-elles coplanaires? La réponse est oui, puisqu'elles sont séquentes. Je vous rappelle que coplanaire, ça veut dire dans un même plan. D'accord? Co, ça veut dire même. Et donc, pour être dans un même plan, être coplanaire, il faut soit que les droites soient parallèles, soit qu'elles soient séquentes. Donc, parallèles, on a montré que non. Donc, ce n'est pas ça l'argument qui va nous permettre de dire qu'elles sont coplanaires. Par contre, là, on vient de prouver que les droites étaient séquentes. Donc, ça veut dire qu'elles sont bien coplanaires. Donc, la réponse à la question 5, je vais quand même le marquer, mais c'est que delta 1 et delta 2 sont coplanaires car séquentes. Voilà pour cet exercice 2. Dans cet exercice 3, on vous disait est-ce que des planètes sont alignées, sachant qu'elles sont situées au point A, B et C avec les coordonnées qu'on vous donnait dans un repère de l'espace. Il y a deux méthodes pour faire ce genre de questions, qui sont des questions sur les alignements de points. Eh bien, soit vous allez prouver que, c'est dans les méthodes du cours, hein, déjà exposées, hein, soit vous prouvez que le vecteur AB est collinéaire au vecteur AC. Donc, si vous avez le vecteur AB qui est collinéaire au vecteur AC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez AB collinéaire à AC, donc ça veut dire que soit le vecteur AC est comme ça, soit il est comme ça. Dans tous les cas, ça veut dire que le point C eh bien, est aligné avec A et B. Donc, soit vous prouvez que AB est collinéaire à AC. J'ai dit AB et AC, mais ça peut être BC qui est collinéaire à AC ou CA qui est collinéaire à CB. Voilà, donc il faut prendre deux vecteurs qui utilisent en gros les trois lettres que vous avez là, les 3 points. Ça, c'est une méthode. Une autre méthode que certains ont prise, c'est de faire, de trouver une représentation paramétrique, par exemple, de la droite AB, tout comme vous avez fait dans l'exercice 1, hein, en prenant un point de référence et le vecteur directeur AB, et de vérifier si le point C était bien sur la droite AB en essayant de voir s'il vérifiait la représentation paramétrique de la droite AB. C'est bien sûr une méthode qui fonctionne, puisque si C est sur la droite AB, ça veut dire que les points A, B et C sont bien alignés. Moi, ce que je vais faire, c'est la méthode qui consiste à montrer que le vecteur AB et AC sont collinéaires, ou non d'ailleurs. S'ils ne le sont pas, ça veut dire que les points ne sont pas alignés. Donc je calcule les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. Alors je triche un peu, je l'ai fait avant. Voilà. Donc je vais lire avec vous. Donc le vecteur AB, pour calculer ses coordonnées, c'est coordonnées du point B, 9, 5, moins 3, 9, 5, moins 3, moins coordonnées du point A, moins 2, 2, 6, moins 2, 2, 6. Je fais mon calcul. 9 moins 2, ça fait 9 plus 2, ça fait 11. 5 moins 2, 3. 3 moins 6, moins 3. Pour le vecteur AC, j'utilise la même méthode. Coordonnées du point C moins coordonnées du point A. Donc, moins 105,4, moins 26,2, 34,2. À qui je retire les coordonnées du point A. Donc, moins 2, 2, 6. Je fais mon petit calcul. Moins 105,4 plus 2, moins 103,4. Moins 26,2, moins 2, moins 28,2. Et 34,2 moins 6, 28,2. À partir de là, je vais chercher les conditions qu'il me faudrait pour que ces deux vecteurs soient collinéaires. Pour que ces deux vecteurs soient collinéaires, il faudrait qu'il existe un cas tel que le vecteur AC soit égal à k fois le vecteur AB. Donc je vais chercher ce qu'il faut comme condition sur k, comme contrainte, pour avoir cette égalité. Donc il faudrait que les abscisses, l'abscisse de AC soit égale à k fois l'abscisse de AB. Donc ça voudrait dire que moins 103,4 devrait être égal à k fois l'abscisse de AB, c'est-à-dire k fois 11, c'est-à-dire 11 fois k. Il faudrait que l'ordonnée de AC, moins 28,2,
soit égal à k fois l'ordonnée de AB, donc k fois 3, c'est-à-dire 3k. Il faudrait que la cote de AC 28,2 soit égale à k fois la cote de AB, donc 28,2 soit égale à moins 3 fois k. C'est équivalent à. Donc, dans la première équation, k devrait être égal à moins 103,4 divisé par 11. Donc k égale moins 103,4 divisé par 11. Donc je calcule ce que ça fait. Moins 103,4 divisé par 11, ça me donne moins 9,4. Donc je vais le mettre directement, ce sera plus sympa pour ma rédaction. Donc moins 9,4. La deuxième équation me dit k, il devrait être égal à moins 28,2 divisé par 3. Si je fais ce calcul, je trouve également moins 9,4. Et dans la dernière équation, k doit être égal à 28,2 divisé par moins 3, ce qui fait également moins 9,4. Donc, je viens de prouver que le k existait et qu'il devait être égal à moins 9,4. Donc, j'ai trouvé en fait la valeur qu'il faut mettre ici. Donc, je sais que AC est égal à moins 9,4 fois AB, ce qui veut dire que mes deux vecteurs AB et AC sont collinéaires puisque j'ai trouvé le coefficient de collinéarité. Je vais dire donc AC est égal à moins 9,4 fois AB. Donc, AB et AC sont collinéaires. Et donc, ça veut dire que les points A, B et C sont alignés. Donc, A, B et C sont alignés. Donc, ça veut dire que vos planètes sont alignées. Voilà pour cet exercice 3. Alors, dans cet exercice 4, on vous donne une figure qui est celle-là. Donc, vue sous deux angles différents, si vous avez besoin. Et donc, on vous donne un repère qui est A, AB, AJ, AM, et on vous demande des coordonnées de points. Le point L, le point W et le point R. Donc, petit rappel, ici vous avez le repère qui est donné. Donc, le point de référence, l'origine du repère, c'est A. Ensuite, vous avez des vecteurs qui vous donnent les directions des axes. AB, axe des abscisses du coup, puisque donné en premier. AJ donné en deuxième, donc axe des ordonnées. AM, axe de la cote, puisque donné en troisième. Donc ça veut dire que mes coordonnées, je vais les donner dans cet ordre-là. D'abord la composante selon le vecteur AB, ensuite la composante selon le vecteur AJ, et enfin la composante selon le vecteur AM. Donc quand j'observe ma figure, la première coordonnée que je veux, ce sont les coordonnées du point L. Le point L se situe ici, et l'origine de mon repère, c'est le point A. Donc il faut que j'aille de A jusqu'à L et que je repère ce que j'utilise en tant que vecteur du repère, donc par rapport à AB, AJ et AM. Donc si je pars du point A pour aller jusqu'au point L, eh bien, il faut que j'utilise 2 fois le vecteur AB et 1 fois le vecteur AJ, puisque le vecteur AJ permet de me décaler comme ça. Donc 2 fois le vecteur AB et 1 fois le vecteur AJ. Je suis en L. Donc, j'ai juste à utiliser 2 comme coordonnées en abscisse, 1 en ordonnée puisque j'ai utilisé 1 fois le vecteur AJ, donc 2 fois le vecteur AB, 1 fois le vecteur AJ, et je n'ai pas utilisé le vecteur AM, donc coordonnée 0. Ensuite, pour W, W se situe ici. Donc je pars du point A, il faut que j'aille jusqu'à W et que j'utilise le vecteur AB, AJ et AM. Donc, pour aller jusqu'à W, déjà, il faut que je me décale de 1 selon le vecteur AB, puisqu'il faut que je sois en fait voilà, sur la face NWKB. Vous voyez. Donc, il faut que je me décale de 1 selon AB. Donc, la coordonnée selon AB sera égale à 1. Ensuite, selon AJ, il faut que je me décale de 1 aussi pour arriver en K et vous voyez être au-dessus de W.
Donc une fois AB, une fois AJ, et grâce à AM, je vais descendre de K jusqu'à W. Donc une fois AB, une fois AJ, une fois AM. Donc les coordonnées de W sont 1, 1, 1. Une fois AB, une fois AJ, une fois AM. Ensuite, les coordonnées de R. R se situe ici. Donc, il faut que j'aille de A jusqu'à R, puisque c'est A l'origine de mon repère. Qu'est-ce que je dois utiliser? Le vecteur AB, je dois l'utiliser 3 fois. 1, 2, 3 fois, pour arriver sur la face de devant. Ensuite, je dois utiliser le vecteur AJ 2 fois pour me décaler jusqu'à F. Et enfin, utiliser le vecteur AM pour descendre de F jusqu'à R. Donc, ça veut dire 3 fois AB, 2 fois AJ, une fois AM. 3 fois AB, 2 fois AJ, une fois AM. Donc voilà pour les coordonnées de ces 3 points. Question suivante, c'est la question 2. Donc cette fois-ci, on ne me donne pas un repère, on me donne une base. Pourquoi? Parce qu'on me demande des coordonnées de vecteurs. Donc pour des coordonnées de vecteurs, je n'ai pas besoin d'origine du repère. J'ai juste besoin de 3 vecteurs qui peuvent bien me définir toutes les directions dans l'espace. Donc ça s'appelle une base. Du coup, le vecteur NL. Donc on prend la petite figure. Alors voilà, il ne faut pas que je monte trop, sinon en fait vous ne voyez pas. J'espère que vous voyez sur les vidéos d'avant. Donc NL, pour aller de N jusqu'à L, j'ai le droit d'utiliser les vecteurs RF, celui qui me permet de monter, RP, celui qui me permet de me décaler comme ça, et RS, qui me permet de me décaler dans la profondeur. Là. Donc RF, RP, RS. Il faut que j'aille de N jusqu'à L. Donc, déjà, selon RF, est-ce que je dois l'utiliser pour aller de N jusqu'à L? Oui, pour remonter sur la face du dessus, pour m'amener en B. Donc, j'ai besoin de une fois RF. Ensuite, est-ce que j'ai besoin de RP pour aller jusqu'à L? Bah oui, en fait, il va falloir que je me décale jusqu'à K avant d'utiliser du coup RS pour aller en L. Donc, pour aller de B à K, la direction RP, là, mon vecteur RP, il faut que je le prenne dans l'autre sens. Donc déjà, ça va être une coordonnée négative. Et il faut que j'en prenne la moitié du vecteur RP. Donc en fait, ça va être moins 1/2, la coordonnée selon RP. Donc je répète, selon RF, il fallait que je prenne RF, donc coordonnée égale à 1. Selon RF. Selon RP, on vient de dire moins 1/2. Donc là, j'en suis où? J'en suis à K. Et donc après, pour aller de K en L, il ne faut pas que je prenne RS, mais plutôt son opposé, SR. Donc la coordonnée selon RS. RS, je dois le prendre moins une fois. Donc, coordonnée moins 1. C'était pas facile celui-là. Ensuite, on me demande KQ. Donc KQ, pour aller de K jusqu'à Q. Ici, qu'est-ce qu'il faut que j'utilise? Alors, est-ce que je dois utiliser RF? Bah oui, parce que pour aller de K jusqu'à Q, il faut que je descende de la face supérieure à la face inférieure. Donc RF, comme je descends, je vais prendre moins une fois. Donc moins 1 pour celui-là. Ensuite, donc de K à Q, je suis descendu. Ensuite, est-ce que je me déplace selon RP? Non, puisque vous voyez de W jusqu'à Q, en fait, je vais juste me déplacer selon le vecteur RS, que je vais devoir prendre moins 2 fois, puisque je ne vais pas dans le sens RS, mais plutôt dans le sens SR, et je me déplace de 2. Donc, moins 2 fois pour RS et 0 fois pour RP. Donc, 0 fois pour RP et moins 2 fois pour RS. Enfin, GN. GN, donc G est ici, N est là. Est-ce que je dois descendre sur la face inférieure? Oui, donc RF, je vais le prendre moins une fois. Ensuite, donc là, je serai passé de G au point S. Ensuite, il faut que j'aille en N. Donc, est-ce que je dois me déplacer selon RP? Oui, je dois me déplacer une fois selon RP pour passer de S à O. Donc, une fois selon RP. Et enfin, pour aller de O à N, je dois me déplacer selon RS d'une fois. Donc, moins 1, moins une fois RF, une fois RP, une fois RS. Dernière question. On me demandait d'exprimer le vecteur MK. Donc, exprimer, ça veut dire ce qu'il vaut. MK égale en fonction de NO, de ZS et de TH.
Donc, il faut que je trouve les coefficients qui vont à chaque fois ici. Donc, MK, il est où? MK, il part de là, il arrive là. OK. Et j'ai le droit au vecteur NO. NO, ça me permet de me déplacer selon ça. ZS, ça me permet de me déplacer comme ça. Et TH, ça me permet de me déplacer du bas vers le haut. Donc, pour aller de M à K, déjà, selon NO, NO, ça me permet de me décaler d'un cran comme ça. Donc, pour aller de M à K, il va falloir que je me décale d'un cran. Donc, ça va faire une fois NO. ZS, est-ce que je dois l'utiliser? Bah oui, puisque ZS, il me permet de décaler comme ça. Donc, pour aller de M à K, il faut que je me décale d'une fois ZS. Et enfin, il faut que je remonte. Donc, grâce à TH, je remonte de W jusqu'à K. Donc, une fois TH. Voilà, donc finalement, MK, c'est NO plus ZS plus TH. Et ça vient conclure cette évaluation.